Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue au Saturday Mayday du 14 juillet 2023. Cette semaine, je vais te parler de The Ocean Race, de la prochaine Rolex Fastnet Race et de câbles sous-marins. Lundi, Biotherm termine 4ème de The Ocean Race après un marathon de presque 6 mois autour du monde. Beaucoup d'énergie, de sport, de travail, d'amour, de découverte, d'apprentissage, un formidable esprit d'équipe et une incroyable expérience accumulée pendant la course. Paul Meillat fait le bilan de cette aventure hors norme. En chiffres pour commencer, 104 jours et 18 heures, c'est le temps de navigation cumulé de Biotherm sur les 7 étapes. 35 267, c'est le nombre de milles cumulés réellement parcourus par Biotherm et son équipage au cours des 7 étapes. 47 000 km parcourus par l'équipe technique, 43 personnes ont travaillé au sein de l'équipe, toutes étapes confondues, 13 500 heures de travail pour le short team pendant la course, 42 départs pontons, soit 42 sorties en navigation, 100%, Paul Meillat est le seul skipper de la flotte à avoir été présent à 100% du temps sur toutes les sorties de son bateau, y compris les Pro-Am et les Import. 3 podiums d'étape, Cape Town, Newport et Gênes, et une victoire en Import Race à Aarhus et 3ème au général. Le débrief de Paul Meillat. Déjà, quand on est parti de La Haye, il y avait une ambiance différente, parce qu'on savait que c'était la dernière étape. C'est un mélange entre on n'en peut plus, on est au bout du rouleau, on a tout donné, on va pouvoir enfin souffler. Sur la fin, je partais extrêmement fatigué, et en même temps, il y avait beaucoup d'émotions. La dernière nuit qu'on a passée en mer, on n'avait pas envie que ça se termine, parce que c'était tellement génial. On a tous été tellement impliqués qu'on n'avait absolument pas envie de se quitter. Je le ressens dans le regard de l'équipe technique. Il y a de la fierté dans ce regard. Ils sont heureux, soulagés d'être arrivés à Gênes. Le sas de décompression sera plus rapide pour eux. Moi, je vais mettre quelques temps à réaliser que j'ai accompli quelque chose et à sortir de la course. Si j'ai pu ressentir des doutes au lancement du projet, 4 mois et demi seulement après la mise à l'eau du bateau, c'est surtout chez les autres, que ce soit à l'extérieur ou au sein même de l'équipe. Un doute sur ma santé mentale à vouloir réaliser ce projet. Les gens m'ont dit « Mais tu es fou, pourquoi tu prends ce risque? Pourquoi tu te mets en danger ?» Moi, j'adore être à contre-pied. On était un peu contre vent et marée. Le milieu français était assez hostile, par ignorance ou par jalousie. Mais on sentait qu'on allait faire quelque chose de nouveau et de différent. Et moi, j'adore ça. Ça a été un moteur pour moi. Le principal objectif que nous avions fixé avec le noyau dur du team, c'était de rester ensemble. Notre plus grand ennemi sur une course aussi longue, c'était que ça se passe mal entre nous. Pour réussir, il fallait qu'on s'entende bien, que l'on prenne du plaisir à aller chercher des objectifs communs. J'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de maintenir cet état d'esprit dans l'équipe. On n'avait clairement pas assez de budget pour tout un tas de choses, et je ne voulais pas faire l'impasse sur le côté convivial, social. Il fallait que les gens se sentent bien, faire très attention au bonheur de l'équipe, des navigants. Les petits gestes, les petites attentions entre nous, respecter les horaires, le travail des autres. J'ai fait hyper attention à valoriser tout le monde. La personne qui s'occupe de la logistique, de l'avitaillement, qui prend les billets d'avion, a autant d'importance que le navigateur sur l'étape. On était tous au même niveau et cela nous a aidés à rester hyper soudés. C'est grâce à cette ambiance que tout le monde s'est donné à fond. Et sur le bateau, l'humour, la bonne humeur, déconner ensemble, c'était important. On pouvait déconner peut-être 10 minutes par jour, pas plus, mais il fallait que ce soit tous les jours. Ce qui est bien, c'est que le format de The Ocean Race met énormément en valeur la notion de team, y compris les équipes techniques. Il y a toutes ces phases de départ et d'arrivée, avec une scénographie et un show à l'anglo-saxonne, qui font que ce qu'on vit pendant ces moments, c'est très très fort. J'en ai des frissons quand j'en parle. Quand après 38 jours de mer, tu descends sur le ponton et que tu serres dans tes bras tous les gens qui ont bossé sur le bateau, ce sont parmi les moments les plus forts que j'ai jamais vécu sur une course. Ils ont œuvré jour et nuit à terre. Marine Legendre, Alizé Vauquelin, Marc Liardet, Jeanne Trochet, Elisa Azeristrin, Étienne Moy, Fabien Duburc, Arthur Baquet, Philippe Thomas, Alejandro Rossello, Marty Allegria à mort. Il y a eu du turnover, même si le noyau dur n'a pas trop changé. Je pense surtout au team Trio Marine, Legendre, team manager, Alizé Vauquelin, directeur technique, Marco Liardet, boat captain. Ce sont eux qui organisent le travail à terre. Ils ont des caractères très différents, donc ils sont très complémentaires. Marco a un côté très empirique. C'est une bible avec un savoir-faire extraordinaire, mais qui ne partage pas forcément toutes les infos au bon moment. Alizé, elle, est très organisée. Elle fait des tableaux Excel, prend des notes, organise. Et Marine est une boule d'énergie. Ce trio-là est génial. Et puis on a d'autres personnalités dans l'équipe. Fabien, Étienne, Jeanne, Elisa, tous avaient des compétences en eux qui se sont révélées.
J'ai été obligé de livrer un peu de mon intimité sur le bateau, de laisser de l'espace de vie aux autres. Au début, j'ai été très exigeant avec les navigants. Sur Biotherm, il n'y a pas de confort, pas beaucoup d'écran, c'est un bateau très simple. C'est comme ça que je navigue et il fallait qu'il s'adapte. Ouvrir le bateau sur lequel j'avais fait la route du Rhum, sur lequel je commençais à avoir des habitudes de vieux garçon, c'est comme si tu invitais des gens chez toi, dans ta maison, et que tu n'avais pas envie que les assiettes soient rangées dans le mauvais placard. Ça a pas mal râlé, et au bout du compte, on a tous fait des compromis, eux comme moi. C'est là où j'ai peut-être le plus progressé. J'ai accepté les critiques, et j'ai essayé de faire des compromis. Je n'ai pas non plus retourné ma veste, j'ai pas changé radicalement. Ce projet, c'est moi qui l'ai imposé à tout le monde. Le jour où j'ai dit « c'est génial, on va faire The Ocean Race », en face, ça ne souriait pas autant. Au contraire, tout le monde s'est dit que ça allait être super dur. Lors de la première réunion de présentation de la course à Alicante, alors que nous étions au chantier pour préparer le bateau, je me souviens très bien du message envoyé par Marine qui disait « je suis partagé entre l'excitation et la panique ». Ces mots étaient pesés. J'ai compris que j'allais devoir m'engager pour que tout le monde adhère, pour motiver les troupes. D'ailleurs, il y a eu de la perte dans l'équipe technique. Certains sont partis, il y a eu des changements. Ceux qui sont restés sont devenus amoureux du projet, amoureux de la course. C'était une condition nécessaire et suffisante pour que ça fonctionne. Il fallait que tout le monde soit complètement passionné et se donne à 100%. De mon côté, je me suis fait déborder de toutes parts pendant l'événement, mais j'ai essayé d'être présent, d'avoir tout le temps un geste, une attention, aller discuter avec tout le monde. Alors quand un gars encore plein de poussière et de carbone, parce qu'il a bossé toute la nuit, te dit « je suis content de travailler pour toi », ça m'émeut, ça me rend fier. Il y a eu 3 mauvais moments. On a fini les étapes 3, 4 et 5 sur les jantes. La compétition a été mise de côté et ça a été assez dur. À Itajaï, on termine avec une voie d'eau, un foil abîmé, plus d'électronique, de la strat en pagaille. À Newport, on se retrouve à nouveau sans électronique et sans J2. Le pire a été l'étape d'Aarhus. On capte le hook de J3, le haut banc. Je sais même pas comment on a fait pour ne pas démater. Heureusement qu'on s'entendait bien parce que ce sont des moments difficiles. Mais on a fini toutes les étapes et ça, c'est hyper positif. Avec Malaysia, on est le seul bateau à avoir terminé toutes les courses. Les bons moments, ce sont tous les autres. Les arrivées deuxième à Cape Town et à Gênes. On fait en tout 3 podiums d'étape. Et puis le passage du Cap Horn. C'était génial de le partager avec Anto, un de mes meilleurs amis. On passe notre premier Cap Horn ensemble. Ce format de course, le fait de s'arrêter dans les pays, ça a été génial. C'est l'essence même de la navigation que d'aller d'un point à un autre, de découvrir le monde, de transporter des choses. Revenir à ça, ça donne beaucoup de sens. Dans chaque pays, à chaque escale, on a eu un accueil incroyable, hyper chaleureux. On a fait de belles rencontres, culturellement, on a découvert de belles choses, des projets porteurs d'espoir. Cela fait du bien de sortir de la France où on a quand même un point de vue assez négatif et critique sur les choses. Et puis nous avions aussi un message à porter pour la défense des océans. Chacun des bateaux avait une mission scientifique, dont la nôtre, à bord de Biotherm, avec nos campagnes de prélèvement de plancton en partenariat avec Tara. Mon unique déception est une déception sportive. Je suis un compétiteur, j'aime gagner des courses et j'aurais aimé être plus performant. Je m'en veux d'avoir fait des erreurs sur l'eau, mais on ne peut pas dire non plus que c'est l'échec sportif car on a fait de belles choses. Il va falloir réussir à se satisfaire de cela, mais à l'avenir, il va falloir aller chercher une victoire avec Biotherm. C'est notre objectif, on ne peut pas être déçu, il va falloir qu'on progresse. Le bateau Biotherm va avoir besoin de se reposer. En moins d'1 an, il aura fait l'équivalent de 2 Vendée Globe. Le bateau a souffert pendant la course. J'entends parfois dire que l'humain ne va pas tenir face à ces nouveaux IMOCA, que c'est l'homme qui a ses limites. En fait, c'est l'inverse. Le matériel, ça peut casser. L'humain aussi, mais on se débrouille pour que ça n'arrive pas. Nous, on a tenu cette course grâce au mental. On peut repousser les limites de l'homme grâce au mental, pas celles du matériel. Sinon, mon bateau est à l'image de ce que je voulais. On a fait des choix très simples et on peut être fier car nous avons fait face techniquement. La structure générale va bien et on le connaît désormais par cœur, que ce soit moi ou l'équipe technique. Avec cette course, on a progressé 3 fois plus vite que la normale. On va faire un chantier cet été, mais sans modification. On va juste tout vérifier. On verra l'hiver prochain, après la Transat Jacques Vabre. The Ocean Race, c'est comme les Jeux Olympiques ou le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. Cette année, c'était vraiment super d'être là. C'était la première en IMOCA, on était les pionniers. Mais si on y va la prochaine fois, c'est avec plus de moyens, une meilleure préparation et avec des objectifs sportifs plus ambitieux. Mardi, la Rolex Fastnet Race, l'engouement d'un territoire. Avec la Rolex Fastnet Race qui arrive dans 1 mois, Cherbourg-en-Cotentin va devenir pendant quelques jours la capitale mondiale de la course au large. Près de 500 bateaux sont en effet attendus sur la ligne d'arrivée, du jamais vu. C'est la première fois qu'une telle flotte est accueillie sur un même événement et un tel exploit n'est possible que grâce à la collaboration de tous les acteurs du territoire, de la région Normandie à la ville de Cherbourg-en-Cotentin, en passant bien sûr par le département de la Manche et la presqu'île du Cotentin.
C'est un territoire où il existe une tradition de coopération forte qui dépasse les questions politiques, explique Jean-Louis Valentin, président de l'association en charge de l'arrivée. Cette union s'explique aussi par une stratégie commune, celle de faire du nautisme un axe de développement à tous les échelons. Ainsi, Cherbourg-en-Cotentin accueille des événements de premier plan à l'image de la Rolex Fastnet Race, bien sûr, mais aussi la Dream Cup, inscrite au calendrier des plus grands skippers français, alors que le Cotentin est de plus en plus réputé pour la beauté préservée de son littoral. Le département de la Manche a lui aussi son programme course au large, avec un bateau à ses couleurs, skippé par Nicolas Jossier. Au niveau régional, les initiatives sont multiples, avec des courses bien installées, à l'image de la Transat Jacques Vabre ou de la Solitaire du Figaro, qui s'élancera cette année de Caen. La Rolex Fastnet Race s'inscrit donc dans cette logique partagée. Il y avait une volonté de trouver un événement de dimension internationale dans le domaine du nautisme, poursuit Jean-Louis Valentin, qui mesure l'engouement à la fréquentation hôtelière en hausse, ainsi qu'au remplissage des restaurants. Il y a aussi des critères tels que les retombées presse. Il y a plusieurs niveaux d'analyse, mais l'on ressent bien que c'est un événement qui a du sens. La particularité de cette Rolex Fastnet Race est aussi d'offrir un trait d'union inédit entre la France et l'Angleterre. L'événement est en effet organisé par un club anglais, le RORC. Cette 50e édition promet donc de marquer l'histoire et le public normand pourra en profiter dès le 20 juillet avec les bateaux qui feront escale avant de prendre le départ à Cowes. C'est ce qu'explique Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg-en-Cotentin. Depuis 30 ans, Port-Chantraine accueille les plus grandes courses au large européennes. Départs ou arrivées, ces événements suscitent toujours un grand engouement et nous avons à cœur de faire partager aux terriens les aventures des équipages venus du monde entier. Le Fastnet confère un supplément d'âme à cette grande fête nautique. C'est l'une des plus grandes courses au monde et elle offre à notre ville, à notre port, à notre bassin nautique une exposition incomparable et l'opportunité de montrer que nous sommes l'un des grands lieux du nautisme en Europe. C'est ce qu'explique David Marguerite, président de la communauté d'agglomération du Cotentin. Nous sommes heureux d'accueillir dans le Cotentin cette épreuve mythique de course à la voile qu'est la Rolex Fastnet Race et de célébrer la mer avec nos voisins anglais et irlandais. L'identité maritime du Cotentin est profondément inscrite dans les gènes de ses habitants. Ici, on grandit avec la mer et on vit au rythme des marées. Cet événement nautique, qui reste également une véritable fête populaire, nous permet de rappeler que le Cotentin est la terre bleue. Avec la Rolex Fastnet Race, nous rejoignons le cercle fermé des territoires accueillant de grands événements nautiques. Le Cotentin montre ainsi son attractivité et son dynamisme tourné vers la mer, selon Jean Morin, président du département de la Manche. Cette année encore, la Manche se prépare à vivre un événement de grande ampleur, en mer comme à terre. L'accueil de cette course à la voile parmi les plus mythiques d'Europe renforce l'image nautique de la Manche et fait rayonner le territoire à l'international. L'édition de 2021 avait généré des retours positifs de toutes parts, et cette édition 2023 s'annonce déjà comme une réussite, avec un record d'inscriptions réunissant d'un marin amateur et plus célèbre, selon Hervé Morin, encore une fois, président de la région Normandie. La région Normandie est particulièrement fière de soutenir l'organisation de la 50e Rolex Fastnet Race qui réunit les plus grands noms de la discipline et qui affirme chaque année un peu plus encore la Normandie comme une région de nautisme tournée vers la mer. Je souhaite bon vent aux nombreux navigateurs que nous saurons accueillir dignement à leur arrivée en Normandie. Le programme 2023 à Cherbourg-en-Cotentin. Du 17 au 21 juillet, semaine de pré-départ. Le 20 juillet, lancement officiel de la Rolex Fastnet Race à Cherbourg-en-Cotentin avec soirée de présentation des équipages et concerts. Le 22 juillet, ouverture du village de Courches à Cherbourg-en-Cotentin et départ en live sur les écrans géants. Du 23 au 29 juillet, des semaines d'arrivée. 25 juillet, remise des prix pro et concerts. 28 juillet, remise des pros amateurs et concerts. Et bien sûr, le 22 juillet, départ de la course depuis Cowes sur l'île de Wight. Mercredi. Peut-on s'inspirer de la sobriété des marins dans notre vie de tous les jours ? C'est la question que le skipper Louis Duc s'est posée et à laquelle il propose aux enfants de réfléchir. Le skipper normand Louis Duc, engagé sur le prochain Vendée Globe, a eu l'idée de s'adresser aux enfants pour les amener à se poser des questions sur leur façon de consommer l'eau, l'électricité, mais aussi de jouer, de s'habiller, d'inventer. Bref, de porter un regard nouveau sur l'eau qui coule du robinet, la lumière qui inonde leur chambre d'un simple clic, le flux 4G de leurs objets connectés, et, pourquoi pas, leur montrer qu'ils peuvent chercher et trouver des solutions pour consommer moins et mieux. Les coureurs au large sont en effet des experts en matière de frugalité et de système D. Une fois au large, ils n'ont pas d'autre choix que d'être complètement autonomes. Pas d'eau courante à bord, ils doivent produire leur propre électricité, pas de Wi-Fi, ni la moindre pompe à essence dans l'océan. Et aucun réparateur ou magasin de bricolage à l'horizon en cas de soucis techniques, ce qui arrive environ une fois par jour. Alors, comment font-ils ? Pour pallier l'absence de ressources extérieures, la première solution, c'est la sobriété. La deuxième, complémentaire, ce sont les énergies renouvelables.
Et pour faire face à d'éventuels problèmes techniques, il faut réparer et ou inventer des solutions alternatives. Dans les deux cas, frugalité et inventivité sont les clés pour avancer et rester en course. Et toi, comment fais-tu ? C'est fort de ce constat que Louis Duc s'adresse aux enfants, comme aux plus grands d'ailleurs, pour leur poser cette question. Et toi, comment fais-tu ? L'objectif étant que chacun puisse réfléchir, seul ou à plusieurs, à une façon pérenne et inventive de consommer mieux. Louis Duc, skipper de l'IMOCA Fives Group Lantana Environnement. Vous allez voir la sobriété innovante, c'est passionnant. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir que vous avez toutes les solutions en main. Il suffit pour cela d'être inventif et d'avoir quelques bases techniques, mécanique, électricité, physique, chimie, mathématiques, géométrie. Vous allez désormais écouter vos professeurs d'une autre oreille. À titre d'exemple, la consommation à bord de l'IMOCA Fives Group Lantana Environnement. 3 à 5 litres d'eau par jour, les Français consomment en moyenne 150 litres d'eau par jour. 4,6 kWh d'électricité par jour, les Français consomment en moyenne 6,85 kWh par jour. 1 gigabit de connexion satellite par mois. Avec la fibre, le débit internet reçu est de 1 gigabit par seconde. Les trucs et astuces de Louis en mer pour être le plus sobre et autonome possible. Pour l'eau douce, Louis embarque 40 litres d'eau douce de réservoir, plus 10 litres dans le radeau de survie, un désalinisateur qui produit 5 litres par heure. Il consomme 3 litres par jour pour la cuisine et la boisson, 2 litres pour la toilette. Pour l'électricité, Louis embarque un système de contrôle de sa consommation en direct, utilise des ampoules LED et des appareils basse consommation en 24 volts avec de différences d'intensité et de résistance la nuit et le jour de façon à optimiser la consommation de l'ensemble, un hydrogénérateur qui produit de l'électricité, 15 ampères en 24 volts, des petits panneaux solaires amovibles, une éolienne, le moteur du bateau n'est utilisé qu'en cas d'urgence. Ses consommations. Il ne se connecte aux messageries et sur le web que lorsque c'est nécessaire, soit 3 à 4 fois par jour et sur un temps limité. Pas de réseaux sociaux à bord, ni de vidéos ou de films streaming, encore moins de jeux vidéo, un film ou un e-book de temps en temps, et encore. Les trucs et astuces de Louis à terre pour être le plus sobre et autonome possible. Le chantier de rénovation de Louis a lui aussi été frugal et innovant. L'actuel bateau de Louis avait pris feu en 2019. Il l'a récupéré à l'état d'épave. Puis, pièce par pièce, morceau par morceau, avec une équipe d'experts, ils ont reconstruit et optimisé cette IMOCA en recyclant, réparant, récupérant tout ce qui pouvait l'être de façon à donner une deuxième vie à ce bateau et le rendre encore plus performant et fiable qu'avant. Éviter d'acheter du matériel neuf alors que l'existant peut toujours être efficace. Recycler, réparer, minimiser les déchets, optimiser et innover en restant écologiquement raisonnable. Utiliser des technologies mais en minimisant l'impact carbone au maximum. Louis Duc explique, bref, recycler, réparer, minimiser les déchets, optimiser et réinventer notre quotidien avec des inventions raisonnées. Ça te tente ? Qu'en penses-tu ? Raconte-nous comment tu fais pour faire des économies d'eau, d'électricité, de Wi-Fi. Montre-nous tes inventions. Bref, parle-nous de tes idées sobres et innovantes. Jeudi. Imaginez un câble d'un seul tenant qui démarre de Marseille et fait des escales en Espagne, au Portugal, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à Chypre et en Égypte. C'est ce qu'Alcatel Submarine Networks, Electra TLC, Medusa et Orange ont annoncé lundi avec l'entrée en vigueur du contrat de construction du système de câbles sous-marins Medusa qui marque le début d'un projet visant à renforcer la connectivité à travers la Méditerranée. Medusa établira des connexions essentielles entre le Maroc, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la Grèce, Chypre et l'Égypte. Le sous-système de câble Medusa, nommé Via Tunisia, reliant la France à la Tunisie, est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Medusa s'étendra sur une distance de 8760 km, ce qui en fera le câble le plus long de la mer Méditerranée et permettra d'améliorer l'activité nord-sud et est-ouest. Pour rappel, la technologie Medusa repose sur la technologie de pointe ouverte Open Cable à 24 paires de fibres optiques pour répondre aux besoins croissants en matière de haut débit dans la région avec une capacité minimale de 20 terabits par seconde par paire de fibres. La fabrication ainsi que l'installation du câble s'étaleront sur 2024 et 2025. Cette connexion assurera la liaison entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, ainsi que plusieurs îles de la Méditerranée au continent, notamment la Sicile, la Crète et Chypre. Le système de câble sous-marin Medusa constituera également un pont efficace entre les régions de la Méditerranée et de l'Atlantique, facilitant une communication et une coopération accrues dans toutes les zones.
Medusa offrira une connectivité à haute vitesse aux pays nord-africains à destination du reste du monde via les data centers présents dans la cité phocéenne où atterrira à terme le câble qui traverse la mer Méditerranée. Orange renforce aujourd'hui sa stratégie d'accès des câbles sous-marins à Marseille grâce à de nouvelles infrastructures urbaines dont le tracé et le maillage augmenteront la résilience et la diversité des points d'accès et d'atterrissement dans Marseille en reliant tous les data centers de la ville. Grâce à son travail de longue date en étroite collaboration avec les services de l'État et de la région, ainsi qu'avec l'entente des acteurs locaux, Orange propose une solution clé en main unique. Tous les aspects techniques, réglementaires, sécuritaires et environnementaux sont traités pour permettre à nos partenaires de bénéficier d'un positionnement de premier ordre à Marseille, renforçant ainsi l'attractivité de la France. Orange renforce ainsi sa proposition de valeur pour offrir l'accès à la capillarité de son réseau international à l'ensemble des opérateurs dans le monde. Orange est ravi de mettre son leadership et son expertise industrielle au service de la construction de ce nouveau système qui favorisera les échanges numériques entre l'Europe et l'Afrique du Nord et d'accueillir Medusa au sein de ses infrastructures neutres à Marseille. C'est ce qu'explique Aurélien Vigano, vice-président des réseaux de transmission internationaux chez Orange. Vendredi, la société Killcrab, qui commercialise le robot du même nom, tente de se développer un réseau de revendeurs en France. Killcrab est une entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de robots sous-marins. L'entreprise propose une large gamme de produits innovants conçus pour faciliter les opérations sous-marines dans divers domaines, la maintenance et bien d'autres encore. L'équipe expérimentée travaille en étroite collaboration avec les clients pour fournir des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins spécifiques. Les robots sont équipés des dernières avancées technologiques, offrant une performance optimale et une facilité d'utilisation. La cible directe n'est pas le plaisancier, mais plutôt les ports ou les associations de plaisanciers qui pourraient, selon un business model à définir, proposer à leurs adhérents ou à leurs clients d'utiliser le drone de nettoyage pour l'entretien des bateaux, diminuant d'autant la quantité de rejets à retraiter dans les aires de carénage. Cette recherche d'expansion à l'étranger, en France notamment, n'est pas surprenante. La solution Killcrab est intéressante si elle est utilisée à grande échelle et sur un territoire étendu. Le billet d'entrée tourne aux alentours de 3 000 € pour l'équipement qu'il faut rentabiliser. C'est aussi une stratégie maritime qui prend du sens à l'heure où les espaces maritimes communs tels que la Méditerranée tentent à devenir des sanctuaires au sein desquels l'entretien des bateaux, et c'est une bonne chose, va aller en étant de plus en plus réglementé pour réduire les nuisances et les atteintes à l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce Mayday qui, on peut réellement le dire, couvre cette semaine le monde de la mer en large et en travers. J'espère que tu y as appris des choses. N'hésite pas à le republier, à le liker et à t'abonner à mon chaîne, les compteurs grimpent doucement, c'est motivant et ça l'est encore plus quand ils grimpent vite. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.